Bonjour tout le monde, je vous fais un rapide coucou avant de disparaître de l'écran. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une vidéo montée, un livre audio, mais pour moi, c'est plus qu'un livre audio dans le sens qu'il n'y a pas juste ma voix, il va y avoir aussi des images, de la musique. Donc, c'est une formule que j'ai créée récemment sur ma chaîne YouTube pour vous faire connaître mes sagas. J'en parle beaucoup dans mes vidéos récemment, mais je trouve que cette formule-là, que vous allez voir tout à l'heure, ça vous permet vraiment de vous plonger à 100% dans les différents univers que j'ai créés. Donc, chacune de mes sagas, que ça soit Flamme Jumelle, Eden ou Âme Stellaire, chacune de ces sagas-là, ils ont des personnages différents, ils ont des décors différents, les héros et héroïnes évoluent dans des univers différents. Donc, pour moi, c'est 3 sagas qui vaut la peine d'être découvertes, qui apportent chacune quelque chose de différent. Par contre, sachez que j'ai toujours le même filon conducteur, c'est l'amour. Donc, chacune de mes sagas, il y a des couples qui se forment, des couples conscients, des couples qui vont traverser, oui, des difficultés, mais qui vont se relever, qui vont être initiés, mais qui vont réussir leur initiation. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu envie de présenter ce format-là récemment parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit que dans ma voix, il y avait quelque chose de vraiment apaisant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas présenter des livres audio? Ils peuvent s'écouter un peu partout, que ça soit dans la baignoire, dans la voiture ou même pour vous endormir. Je serais vraiment pas insultée si vous me dites que vous vous êtes endormi au son de ma voix, même si vous n'avez pas terminé l'histoire. Pour le vivre dans mes corps de façon un peu difficile ces temps-ci, je sais qu'il y a beaucoup de tensions qui peuvent se faire sentir. Donc, si par la vibration de ma voix, vous arrivez un peu à vous détendre, ça va être mission accomplie. Donc, voilà pourquoi j'ai eu envie de tester cette nouvelle formule avec vous. En même temps, moi, j'ai besoin de créer. Donc, au-delà du fait que j'avais envie de partager mes ouvrages, vous les faire connaître, le fait de pouvoir créer cette vidéo et de savoir que les gens vont se connecter à ma création, moi, ça me fait vibrer, moi, ça me nourrit. Donc, voilà toutes les raisons qui m'ont poussée à tester cette nouvelle formule. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Âme Stellaire, c'est la dernière saga que j'ai écrite. On va se plonger dans le tome 1, le livre 1, Utopia. Pour les personnes qui ne l'auraient pas encore vu, c'est celui-ci. Donc, c'est une saga en 3 livres. C'est hyper important de commencer par le premier. Je prends la peine de le mentionner parce que récemment, il y a quelqu'un qui s'est procuré le tome 2, La pierre angulaire, sans avoir acheté Utopia au départ. Donc, je lui ai dit, il faut vraiment que tu commences avec lui. C'est une histoire qui se suit. Donc, tu peux pas commencer par le deuxième, tu vas être complètement perdu. Donc, sachez que c'est lui qui ouvre le bal. Ensuite, on retrouve la pierre angulaire, ici, avec une belle elfe. Et l'héritage des étoiles, qui est le dernier livre de la saga, qui clôt la saga de façon magistrale. Ouais, avant que je vous explique là, pour celui-ci, sachez que ces 2 pochettes-là, je suis en train de les retravailler. Je suis une créatrice dans l'âme et une perfectionniste dans l'âme. Donc, j'étais pas 100% satisfaite de ces 2 pochettes. Donc, j'y retravaille. J'en ai trouvé des plus jolies encore qui représentent encore mieux la vision que j'avais moi quand j'écrivais ces ouvrages, mais vous allez pouvoir les trouver là, super facilement sur Amazon. Donc même lui, je suis en train de le changer un peu, mais l'essence reste la même. Donc moi, je voulais vraiment le soleil parce que dans ces ouvrages-là, le soleil a une importance fondamentale. Donc, je voulais vraiment le garder. C'est juste que je n'étais pas satisfaite ici pour les couleurs un peu plus foncées. Donc, on va retrouver un fond plus de style cosmos avec des étoiles, plus pastel également. Mais sur Amazon, comme je vous dis, vous allez facilement le trouver. Donc, vous tapez soit Âme Stellaire Utopia ou vous tapez mon nom, Virginie Tanguay, vous allez trouver tous mes ouvrages. Et quand vous êtes sur comment qu'on appelle ça? Bref, quand vous êtes sur Amazon avec Utopia, vous avez accès aux 2 autres livres dans le sens qu'ils sont tous liés ensemble. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous tromper là, quand vous allez vous procurer que ce soit le tome 2 ou le tome 3. Ceci étant dit, qu'est-ce qui arrive dans Âme Stellaire ici? Je vous raconte les grandes lignes parce que tout à l'heure, quand la vidéo que j'écris va commencer, je vais lire le chapitre 4 et la dernière fois, je vous avais présenté le chapitre 1. Donc, il vous manque 2 chapitres si jamais vous n'êtes pas procuré les ouvrages. Donc, je voulais vous mettre en contexte pour que vous ne soyez pas perdus quand la vidéo va commencer tout à l'heure. Donc, rapidement, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1 pour les personnes qui n'auraient pas écouté le livre audio?
On va suivre Evodia tout au long de la saga. Evodia, l'héroïne principale, 17 ans au début, jeune femme au potentiel, syndrome d'Asperger, donc une personnalité complexe, nuancée et très, très, très amusante, très rigolote. Evodia, elle a un franc-parler, elle va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, donc ça la met toujours dans des situations un petit peu embarrassantes et avec les relations sociales, elle n'a pas beaucoup de talent. Donc tout ça pour dire que c'est une héroïne pour moi qui est hyper attachante, j'aurais pu écrire 10 livres avec elle. Donc on va suivre Evodia et le livre s'ouvre sur la venue d'un vaisseau qui se pose derrière la maison des parents d'Evodia. Et ce vaisseau-là s'en vient les chercher, sa sœur et elle, Dove, ça c'est le prénom de sa sœur. Donc les deux vont monter à bord du vaisseau, rencontrer les êtres bleus. Et Evodia se rend rapidement compte que sa sœur et elle ne sont pas les seuls jeunes à bord du vaisseau. Donc les êtres bleus ont fait le tour de la planète Terre pour aller évacuer certains jeunes pour les amener sur Jupiter. Donc dans le chapitre 2 et 3, ce qu'on retrouve, c'est l'explication en fait. Les jeunes vont savoir qu'ils se dirigent vers Jupiter, que le vaisseau va aller se poser là-bas et qui ont été sélectionnés pour aller étudier à Utopia, qui est une école bien particulière qui va permettre aux élèves de développer leur plein potentiel, leur capacité psychique. Bref, c'est une école qui va les mettre en initiation avec des intentions bien précises qu'on va découvrir quand Alciona, qui est la directrice d'Utopia, la directrice de l'école, va s'adresser aux jeunes et va leur donner plus de détails, leur expliquer c'est quoi la vocation d'Utopia, pourquoi ils sont là, qu'est-ce que leur professeur va attendre d'eux. Donc voilà, je pense que vous avez ce que vous avez besoin d'avoir pour plonger vraiment dans l'écoute du chapitre 4. Sachez que le vaisseau vient d'atterrir sur Jupiter. Donc, Evodia va être la première à débarquer du vaisseau, à explorer son nouvel environnement et à aller au contact de Solaris. Qui est Solaris? Solaris, c'est un être hyper complexe qui fait partie du personnel d'Utopia. Vous allez apprendre son rôle dans l'extrait là, que je vais vous lire du chapitre 4. Mais c'est un être qui va vraiment beaucoup déstabiliser Evodia et qui va jouer un rôle crucial dans sa vie et dans l'initiation qui l'attend à Utopia. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les infos pour avoir une belle écoute. Je vous remercie pour votre présence, pour vos gentils commentaires. Vous avez été quelques-uns à m'écrire et à chaque fois ça me fait le même effet, mais ça me fait chaud au cœur. Vos messages, ils sont touchants, ils sont pleins d'amour, pleins d'encouragement. Donc merci. Sans vous, sans votre accueil, ça ne serait pas possible pour moi de partager mes créations. Donc sachez que votre présence pour moi, elle est hyper, hyper importante. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. La porte du vaisseau s'ouvre enfin devant moi, révélant une lumière éclatante. Les couleurs sont beaucoup plus vives que sur Terre et je suis momentanément éblouie. Étrangement, la gravité semble avoir un effet différent sur mon corps ici. J'ai l'impression d'être aussi légère qu'une plume et je redoute presque de m'envoler dans le magnifique ciel fuchsia. M'agrippant fermement à la rampe, je progresse à pas de tortue sur la passerelle, contemplant mon nouvel environnement. Devant moi s'étend un jardin digne d'un conte de fées. Les allées pavées serpentent entre des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes. Des roses turquoises, des lys pourpres et des tulipes oranges créent un spectacle enchanteur. De petits ruisseaux traversent le jardin, leur eau miroitant sous les chauds rayons du soleil. Des ponts décorés de vignes fleuries enjambent ces cours d'eau, tandis que des arbres majestueux offrent des coins ombragés où l'on peut se reposer. Des oiseaux au plumage chatoyant voltigent entre les branches et des statues de créatures fantastiques se dressent çà et là, leurs yeux de pierre semblant presque animés. Je respire profondément, tentant de m'imprégner de cette atmosphère magique. L'air est incroyablement pur, rempli de senteurs florales et de la fraîcheur de l'eau. Soudain, une force mystérieuse prend le contrôle de mon corps. Oh Seigneur, je flippe. J'ai toujours rêvé de faire un tour de montgolfière, mais je n'ai jamais imaginé devenir un ballon humain. J'ai le réflexe de gonfler mes joues d'air, une idée franchement ridicule, je l'avoue.
Mais il n'y a pas de sac de sable aux alentours pour m'aider à revenir les pieds sur terre. Enfin, sur Jupiter. Je n'ai d'autre choix que de me laisser porter, et voilà que je flotte au-dessus du jardin. Vu d'en haut, c'est comme contempler une aquarelle de Van Gogh. Chaque coup de pinceau semble raconter sa propre histoire. J'aurais aimé humer le doux parfum des fleurs qui bordent l'allée au motif spiralé, mais cette force qui me contrôle m'entraîne inexorablement vers un lieu précis. Un cercle de pierre où se tient une silhouette imposante, comme un souverain régnant sur son trône. Cette figure mystérieuse, à la stature impressionnante, suscite en moi un mélange de fascination et de crainte. Vêtu d'une toge rouge flamboyante, il est aussi grand qu'Elaïla, mais beaucoup plus massif, voire monumental. Son visage, marqué par une expression sévère et déterminée, est encadré de mèches dorées qui lui confèrent une allure presque divine, comme si la lumière elle-même se dérobait à ses ordres. Ses yeux présentent une dualité saisissante. L'un est d'un turquoise éclatant, l'autre d'un violet profond. Ces nuances distinctes semblent presque se mouvoir et changer à chaque clignement, créant un effet hypnotisant. Son regard est encore plus intimidant que celui d'Hélios et je peine à soutenir cette intensité. En me retrouvant face à une telle prestance, je regrette instantanément mon apparence négligée. Mon pantalon en molleton et mon sweat dépareillé paraissent encore plus inappropriés devant cette figure majestueuse. J'aurais aimé être plus soignée pour faire bonne impression, mais il est trop tard pour revenir en arrière. « Bienvenue à Utopia », me dit-il d'une voix aussi profonde qu'une contrebasse, mais dépourvue de chaleur, presque lasse. Malgré le ton distant, je prends mon courage à deux mains et l'interroge. « C'est vous qui m'avez soulevé dans les airs ?»« Oui », acquiesce-t-il sèchement. « Tu avançais à la vitesse d'un escargot et j'en avais assez d'attendre. » Sans un regard de plus, il me contourne pour accueillir Dove et Juliette. Contrairement à moi, elles ont droit à un accueil chaleureux, et ce changement d'attitude me désarçonne. Aurais-je déjà fait une bêtise? Afin d'en avoir le cœur net, je me hisse sur la pointe des pieds pour lui tapoter l'épaule, mais je regrette aussitôt mon geste. Se retournant, il me fixe avec ses yeux perçants, me donnant l'impression d'être scruté par un hibou en pleine chasse nocturne. Je n'aime pas être interrompu pendant une conversation, gronde-t-il d'une voix glaciale. Tu n'es pas le centre de l'univers, tu sais. Honteuse, je me cache derrière quelques mèches de cheveux. J'avais une toute autre idée de Solaris. Je pensais qu'il serait aussi aimable et courtois qu'Elaïla, mais il se révèle aussi distant et froid qu'un bloc de glace. Son attitude change cependant du tout au tout lorsqu'il s'adresse aux autres élèves, me laissant perplexe et inquiète. Je commence sérieusement à me demander si je suis la seule à éveiller son antipathie. « Bienvenue à tous », s'exclame-t-il avec une joie presque excessive, nous invitant à nous regrouper autour de lui. « C'est un véritable plaisir de faire enfin votre connaissance. Hélios m'a transmis vos dossiers et j'ai pris un grand soin à les examiner. Ils m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur vous et certains de vos profils m'ont particulièrement impressionné. » Pourrait-on savoir lesquels, se risque-t-elle, le ton intrigué. « Vous le saurez en temps voulu, rétorque-t-il d'une voix énigmatique. Pour l'heure, j'ai commandé de vous faire visiter l'école. Les autres groupes vous attendent dans la salle commune, alors ne traînons pas. Je sais que vous êtes impatient d'explorer le jardin, mais cela devra attendre. » Il tourne les talons si rapidement que sa toge rouge flotte brièvement dans les airs, comme une flamme vacillante. Son, Kaito et Sirius le suivent avec un enthousiasme manifeste, mais je me contente de rester en retrait, la tête basse. Je ne peux m'empêcher de me sentir humiliée, me demandant ce que j'ai pu faire pour mériter un accueil aussi glacial. Peut-être que mon apparence moins soignée par rapport à Dove et Juliette est en cause, mais cela ne justifie pas un traitement aussi dédaigneux. Heureusement, mes tracas s'évanouissent dès que je franchis les portes du château. À l'intérieur, je découvre un décor qui semble tout droit sorti d'un rêve enchanté. Le hall s'apparente à un jardin d'Éden où une profusion de verdure luxuriante envahit chaque recoin. Des sculptures végétales dansent gracieusement entre des colonnes majestueuses ornées de motifs mystiques gravés dans la langue des étoiles. Le sol en marbre, poli à la perfection, est recouvert de tapis moelleux, invitant à la flânerie. Les fontaines colorées, disséminées çà et là, s'animent au contact de notre présence. En passant près de l'une d'elles, en forme de cœur, je tends la main et, à mon toucher, de puissants jets d'eau jaillissent avec une vigueur surprenante, montant jusqu'au plafond cathédral, comme pour saluer notre arrivée. Utopia semble être une entité vivante, une créature magique qui réagit à chacun de nos pas.
Les murs, d'abord d'un violet profond, se transforment en un jaune éclatant avant de se fondre dans un bleu clair apaisant. Je me demande si ces transformations spectaculaires sont influencées par notre état émotionnel, ajoutant une nouvelle dimension à notre exploration. À la hâte, nous traversons un corridor translucide où des guirlandes de fleurs effleurent doucement mes joues. Solaris nous guide vers l'aile sud et bientôt, une splendide porte vitrée ornée de motifs colorés se dessine au loin. Elle s'ouvre à l'approche de Solaris et je me demande par quel mystère il a déclenché ce mécanisme. Contrairement à Elaila et aux autres membres de son équipage, Solaris ne porte aucune pierre sur le front. C'est alors que les paroles d'Hélios me reviennent en mémoire. Vous ne savez pas vraiment ce que cela signifie d'être humain. Peut-être que nous possédons une puissance psychique bien plus grande que ce que nous imaginons. Ma réflexion est interrompue par notre guide. Voici le salon principal, déclare Solaris. Il y a également 7 salons secondaires, un par étage. Je scrute la pièce avec une attention émerveillée. Le mobilier se compose de canapés en forme de fleurs de lotus, ensevelis sous des coussins aux couleurs chaudes. Devant la grande fenêtre, une collection de vases en cuivre émaillé étincelle au soleil. Le plafond, entièrement vitré, est constellé de nuances chatoyantes qui évoquent les vitraux de la basilique Notre-Dame de Montréal. Je me sens comme plongée dans un rêve éveillé, mais la voix grave de Solaris me ramène brusquement à la réalité. Au rez-de-chaussée, vous trouverez également la salle de réception, mais son accès vous est formellement interdit pour le moment, précise-t-il d'un ton autoritaire. En revanche, vous pourrez flâner à la bibliothèque après les cours. Elle se situe au 2e étage. Pour y accéder, dirigez-vous vers l'escalier au fond du hall d'entrée. Les 3e et 4e étages abritent les salles de classe, alors que les chambres se trouvent aux étages supérieurs, dont les vôtres au 7e. Une fois que vous aurez rencontré Alcyona, vous pourrez aller défaire vos bagages. Elle commence à s'impatienter, alors vous poursuivrez la visite par vous-même un peu plus tard. Le couvre-feu est fixé à 22 heures, ce qui vous laissera amplement le temps de vous balader. Je suis impatiente de découvrir ce que la directrice a à nous dire. Mais, encore bouleversée par l'accueil froid de Solaris, je préfère attendre que tout le monde ait quitté le salon avant de le suivre. Et, je m'exclame soudain. La porte se referme brusquement sur mon nez et je vois les autres continuer leur chemin sans se rendre compte de mon absence. Furieuse, je la rouvre, mais je fais gaffe en la refermant. Je ne voudrais surtout pas briser le vitrail, une véritable œuvre d'art. Je crains qu'Alcyona me fasse payer cher si je l'abîmais. En rejoignant le groupe, j'entends Solaris annoncer que la salle commune se trouve dans la verrière, à l'arrière du château. J'attends qu'il ait terminé de parler, puis je prends mon courage à 2 mains. « Pourquoi avez-vous refermé la porte » m'indignai-je, le ton tranchant. « Vous saviez parfaitement que j'étais encore dans le salon. » Il se contente de me répondre par un sourire en coin, ce qui fait monter ma colère d'un cran. Ignorant visiblement mes émotions, il reprend son chemin d'un pas rapide, me laissant une fois de plus en arrière. Quelques instants plus tard, il a ralenti la cadence pour nous permettre d'admirer le ciel fuchsia à travers la coupole principale. À l'instar du vitrail de la porte du salon, c'est une œuvre d'art époustouflante. De vastes panneaux de verre teintés s'entrelacent en motifs complexes, créant un kaléidoscope de couleurs éclatantes. Dove profite de cette halte pour me murmurer de me calmer, mais l'injustice est une chose que je ne peux tolérer. Rassemblant de nouveau mon courage, je décide de confronter M. Iceberg. J'exige une explication, m'écriai-je avec détermination. Ma voix résonne dans l'immensité des colonnes, qui changent de teinte pour devenir d'un noir profond. Il est désormais clair que nos émotions impactent le décor. Solaris me fixe en silence, son regard scrutateur me laissant dans le flou quant à ses pensées. La seule chose que je remarque est que son œil turquoise semble s'assombrir. « Je n'ai à recevoir d'ordre de personne, surtout pas d'une ado de 17 ans », finit-il par rétorquer avec une froideur glaciale. Ces paroles m'humilient avec une telle force que des larmes s'accumulent sous mes paupières. Pourquoi se montre-t-il si méprisant? J'ai peut-être quelques années de moins que lui, probablement 5 ou 6, mais mes parents m'ont toujours enseigné que l'âge n'est qu'un chiffre. On ne peut pas s'y fier pour estimer la valeur d'une personne, mais il semble que pour Solaris, c'est un critère primordial. Je cherche désespérément du réconfort auprès d'Arturus et suis soulagée qu'il vienne à ma rescousse. Il s'approche de Solaris avec une dignité tranquille et malgré ses 6 pieds bien comptés, il ressemble à une fourmi à côté de lui. Evodia est peut-être plus jeune que vous, mais c'est l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées.
Son commentaire ne fait qu'envenimer les choses. Solaris, visiblement agacé, décide de nous prendre à l'écart pour une confrontation plus privée. « Écoutez-moi bien tous les deux, déclare-t-il d'une voix ferme et sans appel. Vous allez rentrer dans le rang comme tous les autres. À Utopia, nous ne formons pas des rebelles. Nous formons des hommes et des femmes qui sont capables de mettre leur ego de côté pour embrasser une cause supérieure. » Il tourne les talons avec une telle rapidité que le bas de sa toge me fouette littéralement le visage. Désemparés, Arthurus et moi rejoignons le groupe, et Sirius nous jette un regard intrigué. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» demande-t-il. « Il nous a dit de rester tranquille, soupire Arthurus. Je laisse échapper un grognement avant de répliquer. En gros, il semble vouloir que nous soyons aussi dociles qu'un troupeau de moutons. Sirius fronce les sourcils. C'est étrange, j'ai l'impression qu'il vous a pris en grippe. On dirait bien, marmonnai-je. Ce ne sera pas la première fois que quelqu'un me prend pour cible, mais je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait pour provoquer sa colère. Je me fixe pour objectif de percer ce mystère d'ici la fin de la journée. Je ne veux pas que mon séjour à Utopia commence sous de si mauvais auspices. Alors que la visite se poursuit, je suis de plus en plus émerveillée par la grandeur de l'école. Les plafonds s'élèvent à des hauteurs vertigineuses, presque inaccessibles au regard, et les dimensions des salles semblent défier toute logique, s'étendant à l'infini. C'est comme si chaque pièce, chaque corridor dissimulait un monde entier en attente d'être découvert, et je sens grandir en moi l'impatience d'explorer cet univers mystérieux et fascinant. Finalement, nous arrivons devant une gigantesque verrière ornée de vitraux multicolores. La porte s'ouvre d'elle-même avec une fluidité presque magique, comme si elle nous invitait à franchir le seuil vers un autre royaume. Sous l'éclat lumineux, mes yeux peinent à s'ajuster. Alors que ma vision s'éclaircit progressivement, je distingue de minuscules particules en suspension dans l'air, flottant doucement autour de nous comme des flocons de neige scintillants. Arthurus m'explique qu'il s'agit de particules de prana, une énergie subtile qui imprègne chaque recoin d'Utopia. Il poursuit à voix basse, presque comme une confidence. J'ai lu que certaines personnes se nourrissent uniquement de la lumière qui est contenue dans les rayons du soleil. Je m'apprête à l'interroger davantage, intriguée par cette notion, mais mon élan est interrompu lorsque je croise le regard de Solaris. Ses yeux de hibou me fixent avec une lueur de curiosité qui me déstabilise complètement. Cet homme est-il bipolaire, comme ma pauvre tante Déliska? Tantôt il explose de colère, tantôt il semble s'intéresser à moi. Je le scrute, cherchant à percer le mystère derrière ses brusques changements d'attitude, mais il détourne vivement la tête pour échapper à mon regard. « Allez vous asseoir, Alcyona ne va pas tarder », annonce-t-il au groupe d'une voix ferme. Les autres membres de notre cohorte se sont déjà installés aux tables près de l'estrade et je pousse un soupir agacé. Mais soudain, mon humeur change lorsque j'aperçois Lily. Elle a eu la gentillesse de nous garder des places à Arthurus et à moi. Grâce à elle, je vais pouvoir être aux premières loges pour assister à la présentation de la directrice. « Merci », je lui souffle. « Y a pas de quoi. Je trouve ça injuste que vous soyez toujours les derniers. » Je lui adresse un sourire. C'est vrai que ce n'est pas juste, mais j'ose espérer qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus séparés en 5 groupes. Soudain, des applaudissements retentissent dans la verrière, créant un tel vacarme que je me bouche les oreilles. Malgré ce désagrément, je me tourne vers la porte, déterminée à ne pas manquer l'entrée tant attendue d'Alcyona. Lorsqu'elle apparaît, flanquée de 4 hommes vêtus de toges de couleurs différentes, c'est comme si une reine sortie tout droit d'un conte de fées faisait son entrée. Mais sa présence dépasse même les plus fabuleuses descriptions. Une couronne d'étoiles repose sur sa tête, projetant une lumière douce sur sa chevelure dorée qui cascade autour d'elle comme un voile de soie. Sa peau semble scintiller, comme si elle était parsemée de milliers de paillettes d'or. Ses yeux arborent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais ce qui me fascine le plus, c'est l'aura qu'elle dégage. Une énergie d'une pureté et d'une intensité inégalée, si puissante qu'elle semble rivaliser avec celle du soleil lui-même. En sa présence, je me sens enveloppée dans une vague d'amour et de lumière, comme si je baignais dans un océan de bienveillance et de sérénité. Avec une grâce infinie, elle soulève légèrement sa robe pour monter sur l'estrade, et un cri de stupeur m'échappe involontairement. Elle ne marche pas, elle flotte littéralement au-dessus du sol, comme si la gravité n'avait aucune emprise sur elle. Je me demande si je suis la seule à avoir remarqué ce phénomène étrange. Tous les regards sont rivés sur son visage angélique, créant un silence respectueux qui enveloppe la verrière.
D'un geste délicat, elle invite Solaris à la rejoindre. Il s'avance vers elle et avec une révérence marquée, lui fait le baise-main avant de se retirer discrètement en arrière-plan. Ses gardes du corps, tout aussi imposants que Solaris, reculent également de quelques pas, s'effaçant dans un geste coordonné qui ressemble presque à une chorégraphie. Leurs chevelures lumineuses flottent autour de leurs épaules, accentuant leur allure mystique. La ressemblance frappante entre eux et Solaris ne m'échappe pas. Leur stature, leurs traits ciselés et cette aura de puissance qu'ils dégagent me font penser qu'ils pourraient être liés par le sang, peut-être même frères. En réponse à ma question muette, un sourire en coin se dessine sur le visage de l'homme à la gauche de Solaris. A-t-il lu dans mes pensées? J'espère que je me trompe car je n'ai aucune envie qu'on fouille dans ma tête. Une chose est sûre, avec ses magnifiques yeux bleus et sa toge d'un jaune éclatant, il attire indéniablement mon attention. Mes réflexions sont interrompues par la voix satinée d'Alcyona. « Bienvenue à Utopia », nous salue-t-elle, son sourire étirant ses lèvres roses. « Je suis honorée de vous accueillir au sein de notre établissement. Vous allez rapidement le découvrir. Utopia n'est pas une école comme les autres. Au fil du temps, nous avons acquis une réputation inébranlable. Notre programme est reconnu comme l'un des meilleurs du système solaire et à leur sortie, la plupart de nos élèves se voient offrir des postes prestigieux au sein du conseil. Bien sûr, avant d'en arriver là, vous devrez prouver votre valeur. Mais n'ayez crainte, vous avez été minutieusement sélectionné et nous sommes convaincus que vous avez tout le potentiel pour réussir. Cependant, il serait naïf de croire que ce parcours sera toujours facile. Au cours des 5 années de formation, chacun d'entre vous sera confronté à des défis et des moments de doute où l'envie d'abandonner se fera sentir. Mais souvenez-vous que notre mission est de former les meilleurs talents et nous plaçons en vous de grands espoirs. Sa voix, bien que douce, porte une conviction inébranlable et une énergie nouvelle semble vibrer dans l'air, éveillant en moi une détermination que je ne soupçonnais pas. Alcyona n'est pas seulement une directrice, elle incarne le cœur et l'âme d'Utopia. En un instant, je comprends que chaque mot qu'elle prononce n'est pas seulement destiné à inspirer, mais à éveiller quelque chose de plus profond en nous. Comme Hélios vous l'a déjà mentionné, poursuit-elle, vous faites partie de la cohorte 2368, mais étant donné votre nombre, nous avons décidé de vous répartir en 5 groupes. Cela permettra à vos professeurs de vous connaître plus en profondeur et vice-versa. À Utopia, nous accordons une grande importance aux liens sociaux et nous faisons tout pour encourager l'émergence d'un véritable esprit de corps parmi vous. Présentée ainsi, l'idée d'être séparés me paraît soudainement moins désagréable et j'ai hâte de rencontrer nos enseignants. D'après le livre qu'Arthurus et moi avons trouvé à la bibliothèque, les professeurs d'Utopia sont reconnus non seulement pour leur expertise, mais aussi pour leur esprit novateur. Je les imagine comme des figures emblématiques, riches d'années d'expérience, avec une aura de sagesse et une intelligence aussi étincelante que celle d'Albus Dumbledore. Soudain, des cris de stupeur s'élèvent dans la verrière, alors qu'un tableau apparaît comme par magie sur l'estrade. 5 mots y sont inscrits en lettres élégantes. Courage, empathie, intelligence, solidarité, créativité. Alcyona nous invite à choisir celui qui résonne le plus en nous, puis à cocher notre choix sur les bulletins de vote disposés au centre des tables. Je reste un moment indécise, fixant les mots avec une concentration intense. Chacun d'eux représente une valeur que je respecte, mais aucun ne s'impose clairement à moi. Finalement, je décide d'éliminer ce qui me parle le moins. Je barre d'abord solidarité. Bien que je reconnaisse l'importance des relations humaines, elles ne sont pas mon point fort. Ensuite, je raye créativité et empathie, des qualités associées au cerveau droit, alors que je suis résolument plus analytique, privilégiant la logique et la réflexion. Il ne me reste plus que 2 choix, courage et intelligence. Mon cœur balance entre eux. Toute ma vie, mes professeurs ont loué mon esprit vif et mon aptitude à comprendre des concepts complexes. Mais au-delà de cette intelligence, il y a ce feu intérieur qui m'a toujours poussé à avancer, à affronter les défis qui se dressaient sur mon chemin. Ce courage, cette force de caractère est ce qui m'a permis de surmonter les épreuves que d'autres auraient jugées insurmontables. Finalement, je barre intelligence. À l'instant où je relève la tête, mon regard croise celui de Solaris. Son expression oscille entre l'étonnement et une certaine satisfaction, ce qui me laisse penser qu'il est capable de lire dans mes pensées. Je détourne aussitôt les yeux.
Autant cela ne me dérangeait pas qu'Elaila soit télépathe, autant je trouve cela intrusif venant de Solaris. Pour éviter de recroiser son regard intimidant, je me porte volontaire pour ramasser les bulletins de vote. Un gars du groupe B se joint à moi. Il a dû choisir le mot solidarité, et ensemble, nous grimpons sur l'estrade pour remettre les résultats à Alcyona. De retour à ma place, je sens l'excitation monter en moi. J'ai envie de demander à Arthurus s'il a fait le même choix que moi, mais je ne veux pas troubler le silence solennel qui règne dans la verrière. Il est cependant rompu par des exclamations qui fusent de toutes parts. D'un simple claquement de doigts, Alcyona a compilé les résultats. Désormais, ceux-ci sont entre les mains de ses gardes du corps. Le moment est enfin venu de vous présenter vos professeurs, déclare-t-elle, une étincelle de fierté dans les yeux. Vous connaissez déjà Solaris. Voici maintenant Geronimo, Abel, Gibraltar et Echo. À tour de rôle, ils nommeront les étudiants qui feront partie de leur groupe. C'est à cet instant que je me rends compte de mon erreur. Jamais je n'aurais imaginé que ces figures rayonnantes seraient nos enseignants. Dans mon esprit, je m'étais plutôt représenté des professeurs à la manière de Poudlard, des sages empreints d'années de connaissances et d'expérience, pas des jeunes hommes resplendissants d'une aura quasi divine. Une vague d'appréhension me submerge à l'idée d'être assigné au groupe de Solaris. Lorsqu'il avance d'un pas pour commencer l'appel, je ferme les yeux, espérant naïvement devenir invisible. À ma grande surprise, cela semble fonctionner. Je ne suis pas appelée dans son groupe. Une petite bouffée de soulagement se mêle à la déception de ne pas être dans le même groupe qu'Arthurus. Son nom vient d'être prononcé et Solaris annonce que son groupe est désormais complet. Ensuite, Geronimo s'avance et j'apprends que ma sœur, ainsi que Juliette et Lily auront la chance de faire partie de son groupe. Geronimo, avec son allure tranquille et sa présence apaisante, dégage une douceur qui me rappelle celle d'Alcyona. Au moment où Abel s'avance pour annoncer les membres de son groupe, Solaris interrompt le déroulement, révélant qu'il a omis de mentionner un nom. Le mien, comme par hasard. Bien que je sois convaincue qu'il s'agit d'un coup monté, Arthurus semble si heureux que je ne peux m'empêcher de sourire. De plus, je trouve un certain réconfort en découvrant que je serai dans le même groupe que Stella et Aurore. J'ai fait la connaissance de cette dernière à la salle d'équitation sur le vaisseau. Contrairement à Stella, qui a les cheveux bruns comme une marmotte, Aurore a de longs cheveux roux qui m'ont immédiatement charmée. Le renard est réputé pour sa ruse, une qualité que j'apprécie particulièrement. En revanche, Aurore est aussi bavarde qu'une pie. Mon instinct me dit que cette tendance à parler sans cesse pourrait ne pas plaire à notre professeur, ce qui pourrait, espérons-le, jouer en ma faveur. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment marqué de points, alors toute opportunité est la bienvenue. Malheureusement, mes espoirs sont rapidement douchés dès l'instant où Alcyona quitte la verrière. Solaris, avec un pas lourd et déterminé, s'approche de moi, son visage empreint d'une colère qui me laisse perplexe. Sans préambule, il m'ordonne de le suivre dans un coin de la salle. Une fois à l'écart, il me fixe de ses yeux perçants et d'une voix glaciale, il lâche « Tu aurais dû t'en tenir à ton premier choix ». Je reste un moment déconcerté avant de répondre sur une note de défi. Je n'avais pas de premier choix. Et même si j'en avais eu un, comment auriez-vous pu le savoir? Je suis maître en matière de communication non verbale. Et comme l'a soulevé ton copain Arthurus, tu es une jeune femme intelligente. Abel était certain de t'avoir dans son groupe. Et qu'en est-il de vous? Son regard reste implacablement fixé sur moi et je me surprends à désirer ardemment connaître ses pensées. Finalement, après un silence pesant, il déclare « Je ne croyais pas que tu aurais le courage nécessaire pour rejoindre mon groupe. » Sa réponse ravive d'anciennes blessures en moi et je me sens rejetée et humiliée. Visiblement, il n'a aucune confiance en moi, ce qui m'attriste profondément. Alors qu'il sera mon professeur pour l'année à venir, je ne peux m'empêcher de me demander si j'aurai suffisamment de force pour évoluer dans une classe dirigée par quelqu'un qui ne m'aime pas. Qu'ai-je fait pour que vous me détestiez à ce point? L'humiliation atteint son paroxysme. Lorsque je suis nerveuse, je suis sujette à des maladresses comme inverser les S et les CH. Dove se moque souvent de moi en me faisant répéter la phrase « Je cherche Serge ». Le résultat est souvent « Je cherche Serge ». En voyant ma gêne, un subtil sourire se dessine sur les lèvres de Solaris. « Je ne te déteste pas, Evodia. En réalité, je suis même satisfait de t'avoir dans mon groupe », avoue-t-il d'un ton sincère. Cependant, je dois t'avertir. Mon rôle est de t'aider à développer ton plein potentiel, ce qui pourrait se traduire par des moments difficiles.
Dans les semaines à venir, il est possible que tu souffres, et lorsque tu te sentiras perdu, souviens-toi que je ne suis pas ton ennemi. » Avant que je puisse réagir, le bas de sa toge me fouette le visage et dans un souffle, il disparaît.